Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais avant de recevoir Étienne Chouard, je vous présente notre partenaire du jeudi qu'on ne présente plus d'ailleurs, Didier Maisto. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Vous vouliez faire une annonce, je crois, pour vos réseaux sociaux, concernant vos réseaux sociaux. Oui, non, simplement, j'ai annoncé effectivement que je me prenais une longue pause sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'à l'instar un peu de toute la vie publique française, qui est tirée vers le bas par Macron et ses turiféraires et ses soutiens, et par des médias qui sont la propriété d'oligarques, qui ne sont plus que la caisse de résonance de cet exécutif. Malheureusement, les réseaux sociaux n'y échappent pas et sont envahis par la bêtise. Et la bêtise débouche toujours sur la haine. Donc de temps en temps, il faut se laver la tête, laver le cerveau, se ressourcer. Voilà. Et quand j'aime bien la chanson, vous savez ce que disait mon grand-père, si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Et ça, je trouve ça pas mal. Mais on vous souhaite une bonne pause de réseaux sociaux pour revenir en forme ensuite. Et on se tourne tout de suite vers Étienne Chouard. Vue de haut. Bonjour Étienne Chouard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc professeur d'économie, enfin vous étiez, je ne sais pas si vous l'êtes encore, mais vous êtes fait connaître au moment du référendum de 2005 en militant pour le non depuis votre blog chouard.org et en devenant très connu à ce moment-là sur Internet. Et depuis, vous militez principalement pour une démocratie directe basée sur le tirage au sort. Et le RIC, vous militez pour le référendum constituant. On aura vraiment l'occasion de revenir sur ces thèmes pendant cette émission. Vous êtes auteur de 3 livres quand même, il faut le dire. Nous ne sommes pas en démocratie, aux éditions La Relève et La Peste en 2017. Notre cause commune, instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque, c'est aux éditions Max Milo. Et puis Écrire nous-mêmes la Constitution, exercice d'entraînement pour préparer un processus constituant populaire, aux éditions Talma Studio. Alors, on va parler de ces 2 thèmes, alors qui sont un petit peu dissociés de manière apparente, mais qui sont finalement extrêmement liés, que sont la monnaie et la démocratie, qui sont absolument essentiels pour reconquérir un pouvoir du peuple et mettre fin à l'oligarchie qui nous dirige. Mais donc je voudrais commencer par ce thème de la monnaie, puisque voilà, ce n'est plus un secret pour personne. L'État français connaît d'extrêmes difficultés économiques aujourd'hui, en plus des difficultés sociales, et on sort d'une séquence extrêmement intense au niveau politique sur les retraites, et justement le principal argument qui a été avancé par les gouvernants pour voter cette réforme des retraites, ça a été le déséquilibre budgétaire de l'État. Alors je voudrais savoir aussi, pour commencer, quel regard vous portez sur cette séquence des retraites qui vient de se terminer il y a quelques semaines. Il me semble que à chaque fois que les enjeux sont importants, des représentants dignes de ce nom, c'est-à-dire pas des voleurs de pouvoir qui décident tout à notre place, même quand ils savent très bien qu'ils sont pas d'accord avec nous, des représentants dignes de ce nom devraient nous consulter par référendum. Et pas un référendum sec, comme ça, en posant la question sans avoir préparé les gens. Il faut les informer, il faut, comme on dit, éclairer l'opinion et préparer le vote, puisque dans un référendum, on vote, c'est-à-dire qu'on décide, ce qui est tout le contraire de l'élection, puisque vous savez que quand on élit, on renonce précisément à voter. Et quand on mélange les 2 mots, élire et voter, comme si c'était la même chose, on s'empêche de penser, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à désirer voter, puisqu'on nous dit « mais vous votez déjà ». Non, on ne vote jamais, nous élisons. C'est à l'occasion d'un référendum qu'on vote et qu'on décide. Quand on élit, on renonce, on donne le nom de quelqu'un qui va tout voter à notre place. Et je disais, des représentants dignes de ce nom devraient consulter la population quand il y a manifestement des enjeux importants, des controverses importantes, donc il n'y a pas de certitude sur la question, et c'est politique, la réponse. Au lieu de ça, les représentants, sachant très bien que non seulement dans la population, 80%, même plus de 90% de la population active et contre cette réforme. Il ne faut pas appeler réforme. Quand vous dites réforme, il faut penser à faire un signe de guillemets pour montrer que vous avez compris que ce sont des mots menteurs qui ont été littéralement mis à l'envers. Réforme en français, ça veut dire amélioration, ça veut dire transformation en bien. Donc il y a quelque chose de amélioratif, de positif dans réforme, alors que ça fait maintenant 40 ans que les politiciens parlent de réforme pour nommer des régressions. Donc il ne faut pas parler de réforme. Les transformations des retraites là sont des destructions des retraites progressives. Ça
ça correspond en fait à un projet ultralibéral. On l'appelle néolibéral, ultralibéral. En fait, les néolibéraux, les ultralibéraux sont des ennemis de l'État. Les marchands, les grands marchands ne craignent que les États. En fait, ils ne craignent pas les populations. Par contre, ils craignent les États et ils s'en débarrassent. Ils l'écrivent, hein, ça fait partie. Il y a une doctrine qui s'appelle, leur slogan, c'est Starve the Beast, affamer la bête. Et il est question d'affamer la bête depuis des décennies maintenant. Hein. Comment on fait? Eh bien, on l'affame financièrement, on affame l'État financièrement, on fait dysfonctionner les services publics pour préparer l'opinion, qui est mécontente des services publics qui ne fonctionnent pas, et l'opinion est ainsi préparée à accepter la privatisation, c'est-à-dire à transformer les services publics qui devraient être gratuits en centre de profit pour quelques privilégiés. Donc la réforme des retraites, entre guillemets, la réforme des retraites est en fait une agression sociale, une de plus, mais on dirait que chaque jour, il y en a 2 ou 3. Hein. Et si vous voulez, nos sujets de conversation, en l'occurrence les retraites, mais ça pourrait être la guerre, ça pourrait être la dévastation de notre industrialisation par l'Union européenne et son libre-échange imposé, ça pourrait... Tous ces sujets-là sont des sujets évidemment importants, mais qui sont dérisoires, je trouve, par rapport à ce qui devrait être notre priorité, qui est notre impuissance politique à résister à tous ces coups de force. Je vous rappelle que vous et moi, nous discutons là des lois, nous avons des sujets de conversation législatifs, alors que nous ne votons jamais les lois. Nous sommes impuissants politiquement. Nous sommes traités par nos représentants comme des incapables politiques, des incapables majeurs, dont ils sont les tuteurs. Et nous sommes là à discutailler de cette loi qui est bonne, de cette loi qui est mauvaise, qu'est-ce qu'il faudrait faire, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Mais attendez, on est comme des prisonniers, vous voyez, dans une cellule, on regarde à l'extérieur et on dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et on s'engueule entre nous, entre les gens de gauche, de droite, qui se haïssent au dernier degré. Alors que nous ne décidons de rien. On est en train de s'empailler dans une cellule de prison au lieu de penser à organiser notre évasion, au lieu de penser à écrire nous-mêmes notre constitution, à instituer nous-mêmes la puissance populaire qui nous manque. On aura l'occasion de revenir là-dessus, sur la démocratie directe. Et alors, la monnaie, là-dedans, vous êtes parti sur la monnaie d'abord et puis ensuite sur la retraite. Et à chaque fois qu'on a un projet politique, donc les militants analysent les dysfonctionnements. Les militants politiques, ceux qui s'occupent de la politique, du bien commun, analysent des dysfonctionnements divers et variés. Et puis ils étudient les alternatives. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, à chaque fois qu'on a des propositions à faire, on se fait rembarrer par « mais monsieur, comment allez-vous financer ces décisions ?» On se fait sans arrêt, tous, que vous soyez de gauche comme de droite, ou du centre, ou de rien du tout, qui que vous soyez, quand vous avez à faire une proposition, on va vous rembarrer avec « mais monsieur, comment allez-vous financer ça ?» J'insiste. La démocratie, c'est-à-dire le pouvoir de décider, le pouvoir pour le peuple de décider lui-même de son destin, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On pourrait dire aussi la souveraineté populaire. La démocratie, ça s'institue, ça s'écrit quelque part. Il y a un texte où il pourrait être écrit, où il n'est pas écrit. Ça s'appelle la Constitution, je ne sais pas si vous me voyez, la Constitution 16, qui a un petit texte qui vaut 4 €. Vous devriez avoir dans votre poche, hein, tout le temps, c'est pas lourd, hein, et ça permet d'engager la discussion, parce que nous devrions parler de Constitution. Ce texte-là, c'est le plan de la prison politique. C'est lui qui décide que nous ne décidons jamais de rien. C'est dans ce texte qu'il est décidé ça pour l'instant, parce que c'est les représentants qui l'ont écrit. Donc les représentants, ils écrivent leur pouvoir. Alors c'est écrit, leur pouvoir là-dedans est écrit. Et le nôtre, il n'est pas écrit, ils oublient de l'écrire. Ils écrivent une bricole au début dans l'article 3 en disant la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce. Là, ça commence bien, un coup de trompette, bon, on est content, on arrête de lire. Attendez, continuez à lire. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Réfléchissez. S'il exerce le peuple par ses représentants, c'est qu'il ne l'exerce pas. Et tout est à l'avenant là-dedans. En fait, d'ailleurs, il n'est plus question du peuple dans les articles suivants, ce texte organise notre impuissance, mais il pourrait tout à fait organiser notre puissance. Donc, première idée, une puissance populaire, une démocratie, ça s'institue. Et il n'y a que le peuple pour l'écrire. Il n'y a que les représentés qui sont légitimes et capables
C'est deux mots différents. Hein. C'est les seuls légitimes à écrire les règles de leur représentation et c'est les seuls capables d'écrire des bonnes règles de leur représentation. Mais une fois que vous aurez institué votre puissance politique dans un processus constituant populaire, si vous avez oublié d'instituer votre puissance monétaire, si vous avez oublié de reprendre la création monétaire aux banquiers, quand vous allez exercer votre souveraineté, ça y est, vous avez institué votre souveraineté, vous avez écrit une constitution d'origine citoyenne, ça y est, nous pouvons voter nous-mêmes les lois que nous jugeons importantes, nous pouvons reprendre la main de nos représentants par le référendum d'initiative citoyenne, ok, ça y est, c'est écrit. Et vous avez oublié d'écrire la souveraineté monétaire. Ce sont toujours les usuriers, les banquiers qui créent la monnaie ou qui ne la créent pas, qui décident ce qui peut être financé, ce qui ne peut pas l'être. Et donc, vous prenez vos premières décisions et au moment de les financer, au moment de payer, vous cherchez où est l'argent et il faut que vous tourniez vers un usurier, à un banquier, à qui vous allez demander, alors ça, on le finance ou pas? Vous avez l'argent? Si lui, il peut vous dire, non, ça, on ne le finance pas. Ou ça, oui, ça, on peut le financer. Mais c'est lui le souverain. Donc, dans une constitution d'origine citoyenne, quand vous allez réfléchir à la constitution, vous ne vous émanciperez pas sans ça. Hein. Ne comptez pas sur les élus pour vous émanciper, ça n'arrivera pas. Vous êtes le seul, vous à qui je parle, je ne sais pas qui vous m'entendez, je ne sais pas combien vous êtes, mais vous êtes les seuls à pouvoir instituer votre souveraineté, la souveraineté populaire, c'est-à-dire la démocratie. Mais si vous n'instituez pas en même temps la souveraineté monétaire, c'est-à-dire la capacité pour la puissance publique, j'allais dire l'État, mais je sais qu'il y a plein de gens qui détestent l'État, hein, les libéraux détestent l'État parce que l'État s'est fait contrôler par les marchands et nous a échappé. Alors on ne considère plus l'État comme nous, comme notre chose, comme la chose commune, hein, la République. Nous considérons l'État, il y a plein de gens qui considèrent l'État comme un ennemi. Et je vois bien que l'État aujourd'hui se comporte comme notre ennemi, d'accord. Mais l'État n'est pas forcément notre ennemi. Si nous en reprenions le contrôle citoyen en écrivant la Constitution et les institutions qui permettent un contrôle populaire des représentants, ben, l'État redeviendrait ce qu'il devrait être, c'est-à-dire notre chose, notre outil de prospérité et de justice. Et donc, dans la Constitution, il faut doter l'État de la puissance de création monétaire. Quand il dépense, il crée la monnaie. Tout ce qu'il dépense, c'est de la monnaie qu'il crée. Quand vous pensez comme ça, d'abord, au lieu de dire il faut d'abord qu'il trouve l'argent, créé par les usuriers aujourd'hui, hein, il faut d'abord qu'il trouve l'argent par de l'impôt. Disons qu'il faut qu'il trouve 100, s'il a trouvé 100 milliards ou milliards comme vous voulez. Il faut qu'il trouve 100 d'impôts pour pouvoir dépenser de 100 de services publics. Quand vous pensez dans cet ordre-là, d'abord l'État qui ne peut plus créer la monnaie, il faut qu'il trouve par l'impôt l'argent dont il a besoin pour nous rendre les services publics, il pourra rendre que 100 de services publics. Même si nous avons besoin de 200 ou 300 de services publics, même si on a besoin de plus d'hôpitaux, d'écoles, de crèches, d'EHPAD, que sais-je. Même si nous avons besoin de services publics, de beaucoup plus de services publics, et même s'il y a les moyens, l'État n'est plus capable de le faire parce que vous pensez dans le mauvais sens. Vous pensez d'abord collecte des impôts et ensuite dépenses publiques. Il faut rappeler que les monnaies aujourd'hui sont créées par des banques privées et que ce n'est pas l'État qui l'a créé justement. Il faut peut-être faire un petit rappel là-dessus aussi. Oui, tout à fait. L'État s'est fait... Alors en France, le coup d'arrêt date de Pompidou. Hein. C'est Pompidou qui a... Donc un premier banquier, hein, premier... Et c'est pas un employé de banque, Rothschild, hein, c'était un associé gérant, comme Macron. Et Macron vient finir le boulot, quoi. Hein. C'est Pompidou qui, le premier... Alors, nous avons cru longtemps que c'était dans la loi de 73. Il y a eu des débats infinis sur cette loi, où nous avions eu l'impression, en voyant ces articles qui interdisaient à l'État de présenter ses effets à l'escompte auprès de la Banque centrale, tout ça est compliqué, mais ça veut dire qui interdisait à l'État de créer la monnaie dont il avait besoin, et qui donc obligeait à l'État à emprunter auprès des marchés financiers, moyennant un intérêt ruineux, et qui est une corne d'abondance pour les riches qui prêtent à l'État. Nous avons cru en 73 que c'était la loi de 73 qui coupait la création monétaire à l'État, et puis on s'est aperçu en fait dans un bouquin très important de Benjamin Lemoine qui s'appelle L'ordre de la dette. Il a fait sa thèse dessus. C'est un livre essentiel, hein, L'ordre de la dette, Benjamin Lemoine.
Et là, nous avons découvert qu'en fait, la mutation monétaire, elle avait eu lieu avant la loi de 73. Elle avait eu lieu avec Pompidou. Et Pompidou avait transformé l'état d'esprit de la haute administration, des hauts fonctionnaires, parce que il faut que l'administration suive. Les hauts fonctionnaires sous De Gaulle, et d'ailleurs depuis la reconstruction, depuis la libération, avaient organisé ce qu'on appelait le circuit du trésor. C'est-à-dire, en fait, c'était la possibilité pour l'État de faire converger pour lui de l'argent gratuit en imposant aux banques privées de lui prêter à un taux administré. C'est-à-dire, c'est l'État qui choisissait le taux. Et c'était un taux qui était égal à l'inflation ou inférieur à l'inflation. Donc, c'était gratuit. Et ça a permis de reconstruire le pays alors qu'on était ruiné. Le pays était dévasté. Il n'y avait plus de ponts, plus de routes. On était endetté jusqu'au cou. Une inflation de fou au début, les 5 premières années. Et pourtant, on a reconstruit le pays à une vitesse record parce que nous avions la création monétaire. Pompidou arrive au pouvoir, il le dit dans une vidéo, c'est incroyable, il faut l'écouter cette vidéo, hein. Ça dure 3 minutes. Et il dit, bon là maintenant les Français se sont assez gobergés, ils sont trop protégés, il va falloir qu'ils sentent l'aiguillon de la concurrence, et il nous annonce le libéralisme. Et c'est ce gars-là qui a qui a commencé le boulot d'asservir l'État au marché financier. Le marché financier, c'est les riches, hein, c'est les plus riches d'entre nous. C'est une poignée de privilégiés à qui les représentants ont offert l'État en le privant de la création monétaire. Ça c'était en droit français. Donc, les hauts fonctionnaires ont accepté d'emprunter l'argent au lieu de le créer, moyennant un intérêt unique. Et à partir de 73, la dette commence. Hein. Donc la dette, elle est construite. Pour qu'il y ait une dette de l'État, il faut qu'il y ait un budget en déséquilibre. Il faut que l'État ait dépensé plus qu'il n'a gagné en impôts. Et c'est ça qui s'est passé. Le premier budget en déséquilibre, c'est 74. C'est Giscard d'Estaing, ministre de Pompidou, qui décide de présenter un budget en déséquilibre. Et ensuite, depuis, on a 50 ans de budget en déséquilibre, avec une dette publique. Mais c'est criminel. Ce mot-là est un aveu de crime. Il n'y a pas de dette publique qui tienne. Un État digne de ce nom ne s'endette pas. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin. Il la crée. Alors, je me bagarre depuis 15 ans sur cette histoire de création monétaire. Je pense qu'un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin. Il la crée. Si les représentants conduisent l'État à s'endetter au lieu de créer la monnaie, ils nous trahissent. Les représentants nous trahissent. Je pense que nos représentants... Alors, il faut faire la part des choses. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête des représentants. Je ne peux pas savoir s'ils le font exprès, s'ils savent ce qu'ils font, c'est-à-dire c'est criminel, ou bien si simplement ils sont incompétents. Ils ne savent pas que l'État peut créer la monnaie. Je voudrais vous parler juste 15 secondes. Ensuite, on donne la parole à Didier Maisto, mais 15 secondes. Mais vous allez voir, c'est super important. J'ai 3 ou 4 000 bouquins. Sur la monnaie, j'en ai 250 ou 300. Donc, sur la monnaie, vraiment, il y a plein de bons bouquins sur la monnaie. Il y en a un qui est, je pense, le meilleur. C'est le meilleur sur la monnaie que je connaisse. Et je pense que c'est un de mes 2 ou 3 plus importants bouquins dans ma bibliothèque. Il vient de sortir. Enfin, il est sorti en 2021. Je suis en train de le lire pour en faire un livre lu, pour aider ceux qui n'arrivent pas à lire, à l'écouter en voiture, à l'écouter en métro. Il s'appelle Le mythe du déficit, de Stephanie Kelton. C'est une économiste américaine qui déconstruit les erreurs énormes que commettent les représentants américains, mais on a la même chose en Europe et en France, hein, les erreurs énormes sur le déficit. On se fout du déficit. Il y a un déficit ou un excédent, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que l'État utilise ce déficit ou cet excédent pour obtenir un équilibre, pas de chômage et pas d'inflation. C'est ça qui compte. C'est pas qu'il y ait un déficit ou pas de déficit. L'État devrait créer quand il dépense et puis voir si ça crée de l'inflation. Si ça crée de l'inflation, il faudra qu'il détruise de la monnaie parce qu'il en a créé trop. Mais tant qu'il n'y a pas d'inflation, vous ne pouvez pas dire que l'État dépense trop. C'est pas vrai. Et ce bouquin le démontre merveilleusement. Alors, on pourra entrer dans le détail si vous voulez. Justement, Étienne, d'abord... que si
Salut Étienne, Ouais. c'est Didier. Je suis content de te retrouver. Moi aussi. Bon alors, non, mais ce que tu as énoncé, je pense, c'est très clair. Et justement, si on fait une hiérarchie, non pas des normes, mais des pouvoirs qu'on a délégués, il faut, alors je parle même pas des États-Unis, mais restons dans le cadre qui nous intéresse, de l'Union européenne. Bon, on a aujourd'hui, je sais pas moi, 80% des lois qui sont issues des directives et des règlements européens. Premier point. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. Parce que je pense qu'a vécu l'illusion d'une démocratie européenne. Et que là, maintenant, on voit bien que c'était déjà un peu le cas, mais cette fois, c'est beaucoup plus, en tout cas, c'est assumé et de façon désinhibée, que le centre de décision stratégique, névralgique, financier, politique, social, économique, de tous les secteurs, en fait, c'est la Commission européenne, incarnée par Madame von der Leyen, qui est à la fois ministre de la guerre, ministre des Affaires étrangères, porte-parole de Washington, etc., qui fait des déplacements à sa propre initiative dans un certain nombre de pays dans le monde. Donc ça m'amène à ma première question. Tout ce que tu viens d'énoncer, comment faire en sorte de récupérer toute notre souveraineté pleine et entière, qui commence évidemment par les frontières, par la monnaie, tous les secteurs régaliens, sans sortir de l'Europe. Ça, c'est le premier point. Alors, certains disent Frexit. Moi, j'aime pas beaucoup le mot parce qu'il fait peur. Mais de toute façon, rappelons-le comme on veut, pour moi, c'est indispensable. Deuxième point, on a beaucoup travaillé, notamment ensemble, et notamment avec des Gilets jaunes, et notamment avec beaucoup de citoyens, sur le RIC. Et sur le fait d'écrire notre constitution nous-mêmes. Mais comment, même si le RIC est présent dans tous les programmes des partis politiques, et parfois depuis longtemps, on se rend compte en fait qu'à chaque élection, donc on ne vote pas, on élit effectivement, à chaque élection, tout le monde met ses pantoufles, qui sont cette fois fourrées de la plus belle laine dans la Ve République, et on ne peut pas instituer le RIC parce que on est complètement impuissant. Donc ma deuxième question, c'est est-ce que dans le cadre de ces institutions qui sont très verticales, je dirais, qui partent du haut avec un régime hyper présidentialisé, est-ce qu'on peut avoir une chance politique de s'en sortir, ou est-ce que, comme avaient commencé à le faire les Gilets jaunes, il faut tout casser, quoi, pour sortir de ce système? Parce que les gens qui sont au pouvoir, tu l'as dit, c'est quelques privilégiés, ne vont pas se faire harakiri pour nous déléguer notre propre pouvoir. C'est ça la question. C'est comment on fait de la coupe aux lèvres. Il me semble bien énoncer un problème, c'est l'avoir à moitié réglé. Pour l'instant, je vois mes congénères humains essayer de penser à l'endroit avec des mots mis à l'envers. Par exemple, et ça, je crois que c'est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Si vous appelez démocratie un régime qui est organisé autour de l'élection, vous n'allez pas en sortir. Je vous prédis que vous n'allez pas en sortir. Vous n'allez pas arriver à penser. L'élection, parmi des candidats qu'on peut aider, il y a des candidats qui vont être plus aidés que d'autres. L'élection est antidémocratique. Elle empêche la démocratie. Elle consiste à ne laisser au peuple que le pouvoir de désigner des maîtres qui vont tout décider à sa place. Et j'exagère pas. J'utilise les mots qui correspondent à la situation. Quand est-ce que vous avez voté une loi, vous qui m'entendez, la dernière fois? Jamais. Nous ne votons pas les lois, nous ne décidons de rien. Quand on élit, on accepte d'abdiquer, on abdique, on accepte de ne jamais rien décider. Quand on accepte d'élire, on accepte de ne jamais rien décider. Et quand on ne décide de rien, on ne peut pas dire qu'on a le pouvoir. Donc la démocratie, c'est un régime dans lequel le démos exerce le kratos. Le démos, le peuple,
exerce le pouvoir. C'est le peuple qui vote les lois. Alors, on n'est pas obligé d'être démocrate. Peut-être qu'il y a de meilleurs systèmes que la démocratie, je veux bien, mais tant que vous réfléchissez en utilisant le mot démocratie à l'envers, vous en sortirez pas. Donc, il y a une phrase assez belle qui dit « Dieu rit de ceux qui déplorent les conséquences dont ils adorent les causes ». C'est absurde de protester contre les méfaits de nos représentants élus et d'adorer l'élection. C'est absurde. Voilà. Nous protestons contre des ravages économiques et sociaux et écologiques. Nous protestons contre des ravages dont nous adorons la cause. Alors comment fait-on, Étienne, pour sortir de ce système de manière pacifique, avec des règles qui ne sont pas les nôtres et qu'on doit respecter dans un état de droit, dans une démocratie, tout ça, etc., etc. Il faut que ce soit pacifique, à mon avis, parce que je vois bien que les jeunes gens qui sont pleins de testostérone brûlent d'en découdre et d'aller se friter avec la police qui défend le système de domination parlementaire est défendu par la police, bien sûr, le système d'exploitation parlementaire est défendu par la police depuis 200 ans. Mais il faut comprendre que ce qui a permis aux grands marchands, et notamment aux marchands d'argent, les banquiers, ce qui leur a permis d'accéder au pouvoir politique, ce qui n'était pas le cas avant, c'est l'élection, c'est 1789. Depuis l'élection, c'est ça qui donne le capitalisme et la l'hubris. Si vous voulez, je ne peux pas répondre à la question comment on va faire sans remettre à l'endroit à la fois les mots et ce qui s'est passé. Ce qui rend les multinationales aussi puissantes, c'est du droit qui est écrit par les multinationales. Parce que les multinationales arrivent à faire, les multinationales, notamment les multinationales bancaires, mais elles arrivent à faire écrire le droit qui les sert et qui nous empêche de leur résister. Et ça fait 200 ans que ça dure. Et elles sont partout chez elles sur la planète. C'est pour ça qu'elles sont multinationales, parce que ce droit est extraterritorial en plus. C'est-à-dire qu'elles peuvent appliquer le droit de l'État dans lequel elles exercent, elles ont leur société, etc. Et ça, c'est tout typiquement américain, c'est comme ça qu'ils peuvent dominer le monde, en disant, mais en fait, vous avez utilisé, je schématise, un logiciel de ma banque, n'importe quoi, Word, et donc je peux vous poursuivre et vous pouvez vous menacer de 1000 ans de prison parce que vous êtes contre mes intérêts. Ça, c'est l'État américain qui fait ça, c'est pas les multinationales. Les multinationales profitent au contraire des largesses du droit international. Non, mais justement, il dit que les multinationales ont réussi à faire voter un certain nombre de lois, et en fait, qu'est-ce que les multinationales ne sont que le pont avancé d'un certain nombre d'États, et notamment de l'État américain, qui sont en quelque sorte leur service recherche et développement et leur service marketing. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête, et dont le PIB de ces sociétés est largement supérieur d'un tiers des États de l'ONU, qui composent l'ONU, quoi. Alors on aura l'occasion, Étienne Chouard, Didier Maistre, on va avoir l'occasion de revenir sur tous ces thèmes. On va également aborder, il faut l'aborder, les ateliers constituants, la manière d'instituer nous-mêmes notre pouvoir pour limiter effectivement le pouvoir, parce que le pouvoir non limité abuse forcément par nature de son pouvoir, donc il faut absolument le limiter. On va voir comment on peut écrire ces constitutions, mais tout de suite, il est bientôt 9h, tout bientôt 9h sur Ligne Droite, il faut faire un point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Étienne Chouard, professeur d'économie, militant d'abord pour le non au référendum de 2005 sur la Constitution européenne, et puis pour aujourd'hui une démocratie directe basée sur le tirage au sort, ainsi que surtout en premier lieu le RIC constituant. Alors on va parler, et nous sommes également avec Didier Maisto, notre partenaire du jeudi. Je voudrais parler maintenant, Étienne Chouard, de ces ateliers constituants qui ont été mis en place à votre initiative, on va dire, pour apprendre aux citoyens à écrire eux-mêmes des articles de constitution. Alors c'est une initiative qui a, je pense, une grosse dizaine d'années aujourd'hui. Quel bilan aujourd'hui vous pouvez faire de ces ateliers constituants ? Est-ce que d'ailleurs ils fonctionnent toujours ? Est-ce qu'ils sont toujours populaires ? Et est-ce que les citoyens qui arrivent ont une vraie prise de conscience finalement de ce régime politique dans lequel ils doivent vivre ? Alors, ça fait maintenant presque 20 ans, ça fait 18 ans que je fais des ateliers constituants
un peu partout dans les pays francophones, en France, en Suisse, en Belgique, en Tunisie, au Canada, au Québec. Et oui, ça marche très bien. C'est-à-dire, en fait, là, si je fais un bilan, mais un bilan, c'est quand c'est fini, mais là, c'est pas fini du tout. Hein. Euh, je pense qu'une démocratie, comme je vous disais, ça s'institue. Que ceux qui vont l'instituer sont ceux qui ont intérêt à l'instituer, c'est-à-dire c'est la population elle-même, ce sont les représentés et pas les représentants. Les représentants ont un intérêt personnel contraire à la démocratie. Ils ont intérêt à instituer leur pouvoir de représentant et pas le pouvoir populaire. Et donc, la seule façon d'instituer une démocratie, c'est de laisser les représentés, c'est-à-dire la population, écrire elle-même les règles de sa représentation. Je pense que ça n'arrivera que si on s'est entraîné. Et donc, si on s'est mis à le vouloir collectivement, j'appelle ça notre cause commune. Nous avons besoin d'une cause commune. On est très nombreux. On est beaucoup plus nombreux que les représentants. On est beaucoup plus nombreux que les riches qui nous exploitent. Mais on est dispersés sur divers fronts. Nous avons besoin d'une idée commune qui polarise nos volontés. Cette cause commune, je crois, c'est apprendre nous-mêmes à instituer nous-mêmes notre souveraineté, c'est-à-dire la puissance politique qui nous manque. Pour apprendre à instituer une puissance politique, il faut faire ce que j'appelle des ateliers constituants. Alors, il y a peut-être une autre façon de le nommer, hein, parce que atelier, ça sent le travail. Il y a des gens qui se détournent de ça en disant, mais du travail, j'en ai assez, ça suffit, je n'ai pas besoin de davantage. Appelez ça, si vous voulez, des apéros constituants ou des fiestas, des bamboulas constituantes, vous les appelez comme vous voulez, hein, mais ça peut être simplement des conversations constituantes. Ce que je vous dis, c'est que le jour où les humains vont commencer à inviter la Constitution dans leurs conversations, au lieu de l'abandonner à des spécialistes, ce qui conduit à leur impuissance durable, ce jour-là, les populations humaines vont s'émanciper. Elles vont s'émanciper de leur maître. Et sur la question de Didier tout à l'heure, qui me demandait comment faire pour récupérer toute notre souveraineté, frontières, monnaie, etc., sans sortir de l'Union européenne, bien sûr, il faudra sortir de l'Union européenne. L'Union européenne est un projet, alors j'allais dire fasciste, c'est un mot galvaudé. Oui, on va quand même faire attention aux mots. Non, mais c'est un projet d'extrême droite. Enfin, c'est même pas d'extrême droite, c'est un projet antisocial et antidémocratique. Alors, voilà. On va en rester là. C'est l'idée, enfin, c'est le fascisme au sens large, quoi, hein, c'est un projet contre les libertés. L'Union européenne est un projet antipopulaire, antidémocratique. Donc, il faudra en sortir. Le problème, c'est que nous étions déjà dans une prison politique. Comme je vous disais, la Constitution de 58 et les constitutions précédentes sont des prisons au lieu d'être des protections parce qu'elles ne sont pas écrites par nous. Elles sont écrites par nos maîtres. Les gens qui veulent nous diriger se sont arrogés le droit d'écrire les règles de notre représentation. Et depuis, ça fait 200 ans que ça dure. Donc, nous étions déjà dans une prison politique, la Constitution française, et les représentants, trouvant que c'était encore trop de liberté, trop d'autonomie pour la population, de pouvoir choisir les maîtres, ont décidé de construire un deuxième mur d'enceinte, et en fait, ce sont les États-Unis qui ont fait construire l'Union européenne. Hein. C'est un projet de l'Empire pour se débarrasser de provinces gênantes, l'Union européenne. Et donc, c'est un deuxième mur d'enceinte, une constitution internationale qui nous rend encore moins puissants politiquement, et puis surtout qui met l'évasion encore plus hors de portée. Ça va être encore plus difficile de sortir. On est comme dans une prison avec deux murs d'enceinte. Un mur d'enceinte national d'abord, et un deuxième mur d'enceinte international ensuite, c'est l'Union européenne. Oui, et puis si tu me permets, Étienne, aussi sur le sujet, il y a ces deux murs d'enceinte, mais ce qui se complique, c'est la numérisation totale de nos vies, de nos moindres gestes, de nos moindres mouvements. C'est-à-dire que même au sein même de notre petite cellule de 9 mètres carrés qui compose la prison, les couloirs, la cellule, les toilettes, les récréations, les cours, les coursives, tout ça est numérisé. Et en fait, on n'a plus de matons, on n'a plus de gardiens, nous avons des machines. Parce que là, on a concédé la dernière faculté qu'on avait de pouvoir contester,
ou demander, ou s'informer, ou ne serait-ce que converser, on l'a confié à des machines qui nous est présentées comme l'alpha et l'oméga du progrès. Et ça, une fois qu'on aura fini ce ne sont que des outils, tout ça, on ne pourra plus du tout s'échapper. Mais oui, c'est vrai tout ça. Mais en même temps, je voudrais, comme Hippocrate, un vieux médecin antique, nous conseillait quand on a un problème, de chercher la cause des causes. Quand vous avez un problème, donc il y a des symptômes, et ça sert à rien de vous en prendre aux symptômes. La maladie va continuer si vous ne trouvez pas la cause. Et parmi toutes les causes, parce que souvent il y a plusieurs causes, il faut trouver les causes premières, si possible, la cause première, si vous arrivez à en trouver une. Et quand vous me parlez, là encore, j'ai l'impression d'être sur une discussion, c'est super important, hein, la surveillance généralisée que tu évoques, elle est effrayante. Et elle est révoltante. Mais cherchez la cause et la cause de la cause. Et la cause de la cause de la cause, vous allez voir que vous allez tomber sur vous. Vous allez voir qu'ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Tout à fait d'accord là-dessus. On en a souvent parlé. Le problème, c'est d'abord nous, évidemment. Ils nous surveillent. Que parce qu'on accepte d'être surveillé. Mais c'est parce qu'on a renoncé à les surveiller. Quand vous renoncez au processus constituant, quand vous démissionnez, excusez-moi, je vous le dis sans malveillance, bien sûr, je vous le dis de façon bienveillante, mais je vous fais à vous qui me parlez là, et à vous qui m'écoutez, je vous fais un reproche bienveillant, mais je vous fais le reproche de démissionner du processus constituant. Et alors que vous êtes le seul, je disais, vous êtes le seul, vous représentez, vous êtes le seul qui soit à la fois légitime, c'est vous, il n'y a que vous qui avez le droit de le faire. Et vous êtes le seul apte, vous êtes le seul capable, il n'y a que vous qui pourrez écrire une bonne constitution. Et pourtant, vous démissionnez du processus constituant, vous dites non, mais ça, j'y connais rien. Vous dites j'y connais rien. Et donc, vous laissez les profs de droit constitutionnel, vous laissez les politiciens, vous laissez les spécialistes, les techniciens écrire eux-mêmes les règles de votre représentation, et vous vous plaignez d'être impuissant, vous vous plaignez ensuite de discutailler dans le vide sans rien changer, mais c'est bien fait pour vous. Enfin, c'est bien fait pour vous, vous comprenez-moi. Enfin, je veux dire, c'est naturel. C'est naturel que vous soyez impuissant politiquement tant que vous aurez démissionné, tant que vous serez aussi paresseux, aussi défaitiste, aussi complexé, avec un complexe d'infériorité, en vous disant j'y arriverai pas, ce sera mal écrit, ou aussi défaitiste, ou bien en disant ils n'accepteront jamais de laisser le pouvoir. Mais on n'a pas besoin des puissants pour qu'ils nous donnent le pouvoir. Ça va pas se passer comme ça. C'est pas les puissants et les représentants qui vont nous rendre le pouvoir qui devrait être le nôtre. C'est pas comme ça que ça va se passer. De la même manière que quand un adolescent s'émancipe de ses parents, il va pas demander l'autorisation à ses parents. Il s'émancipe pas avec. C'est pas ses parents qui l'émancipent. Non mais tout à fait. Non mais il y a un fait, mais c'est le plus complexe, hein, et tu le sais. C'est la liberté, ça se prend, et la liberté, ça se demande pas. Voilà. Après, ce qui est compliqué, voilà. Non, mais tu vois, Étienne, ce qui est compliqué, je pense aussi, il y a la question politique, et il y a la question financière, hein, qui précède aujourd'hui la question politique, malheureusement. Mais il y a le dernier maillon de la chaîne, qui est le maillon médiatique, qui a complètement cadenassé le débat. Et qui dit sans arrêt aux gens, tu parlais des 94% des citoyens en France qui sont contre la réforme des retraites, qui finalement les abrutit, les criminalise, et qui légitime le discours des gens qui sont 0,00001 de la population, et qui prétendent, mais nous on sait mieux que vous parce que vous nous avez élus. Et donc quand on a laissé, mais ça c'est aussi notre faute, et notamment la faute de cette, je sais plus comment appeler ça, c'est même plus une profession, cette profession d'errance qu'est le journalisme. Les gens ont regardé passer les trains, se sont vendus à n'importe qui, et aujourd'hui ne sont plus que la courroie de transmission, pas du pouvoir, mais des pouvoirs. Des pouvoirs. Et ça, j'allais dire, c'est culturel, ontologique. Et c'est même de l'autocensure, parce que ces gens-là n'ont pas besoin de recevoir des ordres. Non, si je te dis ça, c'est parce que je reboucle avec ce que tu disais. La révolution, elle est d'abord intérieure. Elle est sur un temps assez long, parce qu'il faut récupérer notre
capacité à agir, à penser par nous-mêmes, à se dire nous sommes responsables de notre propre vie. Mais comme on est dans un monde de délégation, et où la délégation est légitimée, un monde de techniciens censés être meilleurs que nous, dans un monde devenu complexe, enfin on nous vend cette soupe tous les jours, je suis d'accord, c'est notre faute. Mais comme on a laissé échapper tout cela, c'est très difficile pour les citoyens de refaire tout le chemin inverse. Alors, il reste plus que quelques minutes, donc il faut laisser les jeunes joueurs parler. Donc, il y a vraiment, tu as raison, il y a vraiment un travail d'éducation populaire. Éducation populaire, ça veut dire qu'il n'y a pas un prof et des élèves. Ça veut dire que nous nous formons entre nous sur ce que nous savons le mieux faire. Et nous avons besoin, je disais tout à l'heure, une démocratie, c'est une puissance populaire de décider. Elle a besoin d'une puissance monétaire de financer les décisions qu'elle prend. Donc je montrais que, je suggérais que la souveraineté politique, le pouvoir de décider, et la souveraineté monétaire sont complètement intriquées. Elles vont ensemble. Et il va falloir qu'on se débarrasse de l'élection, qu'on la remplace par le tirage au sort. On n'a pas le temps d'en parler, mais on fera peut-être une prochaine fois. On vous réinvitera une prochaine fois. Parce que la seule procédure démocratique, c'est l'élection. Mais sur les médias, c'est super important. Le pouvoir de décider doit être accompagné du pouvoir, du droit d'être éclairé. Le travail des journalistes doit être écrit dans la Constitution. Et la fonction de journaliste doit être définie et protégée dans la Constitution. Il faut empêcher les riches d'acheter les médias. Il faut empêcher les riches d'acheter les médias. De la même manière que nous avons déjà empêché, normalement, en gros, empêcher les riches d'acheter les juges, par exemple. Vous n'accepteriez pas que les riches puissent acheter les juges. Enfin, vous diriez, mais c'est pas la justice. La justice rendue par les juges qui travailleraient, qui seraient payés par les riches, vous ne l'accepteriez pas. Donc, dans la Constitution, on a écrit, nous les citoyens, on a dit, nous, on veut payer, nous les juges, parce qu'on veut pas que ce soit les riches qui les contrôlent. Mais on devrait faire pareil avec les journalistes. On devrait dire, attendez, les journalistes, on en a super besoin. Les journalistes, c'est des sentinelles du peuple, c'est des gens, on l'écrit dans la Constitution. Les citoyens attendent du journaliste, là, je vous lis, je suis en train d'écrire une Constitution, moi, depuis un an, j'avance particulièrement. Et donc, il y a dans la Constitution, on met un lexique, un vocabulaire où les mots importants sont mis à l'endroit dans la Constitution au plus haut niveau du droit. Et les citoyens attendent du journaliste qu'il inquiète les pouvoirs. Le journaliste est par nature, par construction, écrivons-nous dans la Constitution, par décision politique, au plus haut niveau du droit, c'est-à-dire dans la Constitution, un contre-pouvoir. Et il le fait dans le respect des libertés fondamentales, c'est-à-dire qu'en fait, il va rendre des comptes, les journalistes vont rendre des comptes devant des chambres de contrôle de citoyens tirés au sort qui vont inquiéter les pouvoirs. Il faut que tous les pouvoirs aient peur de quelque chose. Et c'est les chambres de citoyens tirés au sort qui vont jouer ce rôle de surveillance des pouvoirs. Si tu veux, le fait que les riches aient pu acheter, comme ils le font, les journaux et les télés, vient du fait que nous n'avons pas de constitution. Une bonne constitution interdirait aux riches et à quiconque, personne physique ou morale, de prendre le contrôle d'un média. Tout ça est lié, vous voyez, démocratie au sens strict, c'est-à-dire puissance populaire de décider. C'est lié mécaniquement à puissance populaire de financer, de créer la monnaie nécessaire pour qu'il n'y ait pas de chômage et pas d'inflation. Il faut lire le livre de Stephanie Kelton. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de livres. S'il y a un livre que vous devriez lire, écoutez bien ça. Stephanie Kelton, elle va vous donner, que vous soyez de gauche ou de droite, elle va vous donner comme une armure, même mieux que ça, c'est une colonne vertébrale. Elle va vous donner les arguments que vous allez pouvoir opposer à ceux qui vous diront « Mais monsieur, comment financez-vous ça ?» Parce que pour l'instant, on ne sait pas répondre à ça. On ne sait pas répondre à cette objection, j'allais dire un gros mot, cette objection lamentable qui est on ne peut pas financer, on n'a pas l'argent. C'est une objection minable. Elle ne vaut rien. Il faut savoir, nous devrions savoir la réfuter. Non, mais juste Étienne, on va devoir conclure. Juste, peut-être que ce qui est important, ce que tu as dit qui est fondamental sur la monnaie, c'est que si on délègue
notre monnaie à du privé, on crée de la dette, on crée du déficit, et après, on a de l'usure, on demande d'être remboursé. Et c'est à Que l'État dans un budget équilibré ou qui soit en déséquilibre, l'État fait ses propres choix et c'est nous qui décidons, on ne dépend de personne, de financer tel ou tel service public. On a bien compris le lien entre monnaie et démocratie. Merci beaucoup. On vous réinvitera, Étienne Chouard, pour parler de la Constitution, du tirage au sort. Je rappelle quand même que vous êtes professeur d'économie en BTS, que vous êtes fait connaître au moment du référendum de 2005 depuis votre blog choir.org qu'on peut toujours consulter aujourd'hui, et que vous militez pour une démocratie directe basée sur le tirage au sort et le RIC, et que vous êtes auteur de 3 livres. Nous ne sommes pas en démocratie, La Relève et la Peste, aux éditions La Relève et la Peste, Notre cause commune, instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque, aux éditions Max Milo, et Écrire nous-mêmes la Constitution, exercice d'entraînement pour préparer un processus constituant populaire, à retrouver aux éditions Almastio. Et puis merci à vous, Didier Maistre, notre partenaire du jeudi.